Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres. Soulèvement étudiant au Sénégal. Le mouvement commencé hier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis gagne d'autres universités. Les Burundais à la veille d'un référendum qui pourrait maintenir au pouvoir le président Pierre Nkurunziza jusqu'en 2034. Le torchon brûle-t-il entre Pyongyang et Washington? La Corée du Nord menace d'annuler le sommet du 12 juin prochain à Singapour, mais les États-Unis gardent bon espoir. Commençons ce rendez-vous de l'actualité au Sénégal, où le mouvement commencé hier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis gagne d'autres universités du pays. Hier, un étudiant en lettres, Mouhamadou Falloussen, 25 ans, a été tué et 18 policiers ont été blessés dans des affrontements alors que les étudiants demandaient le paiement de leurs subventions. Claire Morin-Gibourg. Routes bloquées, bâtiments saccagés, jets de pierres contre grenades lacrymogènes. Les abords des campus sénégalais ont vécu une nouvelle journée de guérilla urbaine. Ces nouveaux troubles surviennent après la mort hier de Mouhamadou Falloussen, étudiant en lettres de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a été tué par balle selon des étudiants, mais les autorités attendent les résultats de son autopsie pour se prononcer. Des échauffourées ont éclaté alors que les étudiants qui réclamaient le paiement de leur bourse avaient décidé de se servir sans payer pendant 48 heures dans les restaurants de la cité universitaire. Le rectorat avait alors fait appel aux forces de l'ordre. Dès l'annonce de ce décès, plusieurs universités se sont embrasées. Voilà, aujourd'hui nous manifestons parce que nous avons reçu une information venant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis qu'un étudiant a été tué lorsqu'ils réclamaient le paiement de leur bourse. Cause pour laquelle aujourd'hui nous disons non au non-respect des franchises universitaires, non-respect au délai de paiement des bourses. La mort de cet étudiant a suscité une vague d'émotion dans le pays. Des mouvements étudiants ont appelé à la démission du recteur de l'université et du ministre de l'Intérieur. Faisant part de sa profonde émotion, le président Macky Sall a indiqué vouloir faire toute la lumière et situer les responsabilités. Et pour faire un état des lieux ce soir et comprendre les revendications des étudiants, nous sommes rejoints en direct de Saint-Louis par Babacar Cissé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Babacar. Vous êtes le coordonnateur des étudiants de Saint-Louis. Oui, je suis Babacar Cissé, membre de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Babacar, de nouveaux heurts entre étudiants et forces de l'ordre ont éclaté ce mercredi dans plusieurs universités du Sénégal. Pouvez-vous nous faire un état des lieux de la mobilisation ce soir? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une instruction présidentielle qui dit qu'il faut payer en fait les bourses au plus tard le 5 de chaque mois. Malheureusement, le mois d'avril, on est allé jusqu'au 15 mai et que le paiement n'a pas intervenu. Suite à cela, la coordination des étudiants de Saint-Louis, étant une structure très responsable qui se soucie également de la souffrance de ses camarades, a décidé de décréter 48 heures de IST, c'est-à-dire des journées sans ticket, pour alléger en fait la souffrance de nos camarades qui n'avaient absolument rien du tout pour acheter en fait des tickets afin de se restaurer. Raison pour laquelle la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété 48 heures de IST. Suite à cela, le recteur, professeur Baïda Laïkan, a fait intervenir les forces de l'ordre au niveau du campus social par une réquisition. Et en réalité, ceci n'est pas en fait de la prérogative du recteur. Ce qu'il faut comprendre, le recteur, en faisant appel aux forces de l'ordre pour annexer le campus social, il a violé en fait les franchises universitaires, notamment l'article 4 de la loi 74/96 relative aux franchises. Et c'est ce contre quoi vous vous êtes insurgé et nous avons vu le résultat dans le reportage. Je vous posais la question, Babacar, de la mobilisation dans les universités ce soir. Quelles sont les universités qui sont mobilisées au Sénégal? Aujourd'hui, toutes les universités du Sénégal sont mobilisées à condamner fermement cette.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après le décès du camarade Fallo Sène, étudiant en licence de français à l'UFR de lettres et sciences humaines, les autres camarades des autres universités, c'est-à-dire les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ceux de l'université Assane Seck de Ziguinchor, se sont mobilisés en fait pour manifester leur colère, pour manifester en fait leur tristesse. Parce qu'aucun étudiant quand même ne mérite d'être payé, d'être tué pour la revendication en fait des paiements. Revenons justement à ces revendications. Le versement des bourses à l'origine des manifestations a été accordé. Babacar, pourquoi le mouvement ne faiblit-il pas? Le mouvement ne peut pas se dissiper. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que le mouvement aujourd'hui a pris en fait un autre tournant. Le mouvement aujourd'hui n'est plus par rapport au paiement des bourses, mais le mouvement en fait, c'est de restaurer la dignité de notre camarade qui a été tué. Nous n'allons pas en fait cesser ce mouvement tant que justice n'est pas faite et tant que cette affaire-là n'est pas quand même mise au clair. Parce que très bien, c'est entendu Babacar. Je voudrais vous garder plus longtemps, mais je suis tenu par les obligations du direct. Je rappelle que vous êtes, Babacar Cissé, coordonnateur des étudiants de Saint-Louis. C'est ce que nous pouvions dire ce soir sur la situation au Sénégal. Cap sur le Burundi, les Burundais se préparent à prendre part à un référendum qui pourrait prolonger le mandat du président Pierre Nkurunziza d'une décennie. Depuis 2015, année où M. Nkurunziza a annoncé qu'il briguerait un troisième mandat, que ses adversaires ont qualifié d'inconstitutionnel, le pays est instable. C'est un récit de Irénée Hermanumbo. Fini la campagne pour le référendum sur la réforme constitutionnelle du 17 mai. Les partisans des camps du oui et du non ont tenu leur dernier rassemblement lundi sur fond de tension. L'un des articles de la loi modifiée soumise au vote référendaire controversé porte sur les limites du mandat présidentiel, ce qui pourrait prolonger le pouvoir de Pierre Nkurunziza pendant plus d'une décennie. La première chose que ce gouvernement recherche au Burundi, c'est la légitimité. Et c'est ce qui est derrière tout le problème, toute la crise politique. C'est parce que le gouvernement n'est pas légitime. Donc le référendum va lui donner une légitimité constitutionnelle et légale qu'il recherche. Les groupes de défense des droits humains ne sont pas certains de la tenue du scrutin dans un climat apaisé. Ils dénoncent déjà des incidents sporadiques de violence et d'enlèvement sur l'ensemble du territoire, notamment à Bujumbura. Lors d'un récent rassemblement dans la capitale burundaise, le président Nkurunziza a pourtant rassuré ses partisans que le vote serait libre et équitable. En tant que citoyen ordinaire, même si nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour en apprendre davantage sur ce référendum, nous continuerons à voter et à montrer ce qu'il y a dans nos cœurs. Même si mon vote ne change rien, nous continuerons à voter. Les critiques mettent en garde quant à une éventuelle aggravation de la crise politique marquée par des actes répressifs tels que la suspension des opérations de la BBC et de la Voix de l'Amérique il y a une semaine. Et pendant ce temps, la République démocratique du Congo, qui fait face à sa 9e épidémie d'Ebola depuis 1976, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un lot de 5400 doses de vaccins contre le virus. Les doses seront acheminées jusqu'à Bikoro, épicentre de l'épidémie, une fois que la chaîne du froid, essentielle à leur conservation, sera garantie à Bikoro donc. À Nairobi, caché ce sein que je ne saurais voir, dans la capitale kenyane, des femmes ont manifesté contre un restaurant qui aurait demandé à une mère qui allaitait de se couvrir ou alors d'aller allaiter son bébé dans la salle de bain. Les manifestantes revendiquent le droit d'allaiter dans les espaces publics et réclament le soutien des restaurateurs et de la société plutôt que leur rejet. Ce reportage de Raël Ombouor est dit par Salwa Jafari. Poupée ou bébé au bras, peu importe, c'est la symbolique qui compte. Allaiter son enfant est un acte naturel, c'est un droit. Cette manifestation a été déclenchée par une information postée sur les réseaux sociaux par une femme qui dit avoir été harcelée dans un restaurant de la ville pendant l'allaitement et contrainte par le personnel de se couvrir et d'allaiter son bébé dans les toilettes. Et c'est avec fierté, bébé au sein, que Julien Djogi exprime sa colère. On ne trouve que des déchets dans les toilettes, on ne trouve rien de bon dans les toilettes. Au Kenya, il n'y a aucune loi qui interdit l'allaitement en public. Mais les militants veulent que l'acte maternel soit protégé par la législation. Le projet de loi sur l'allaitement maternel présenté et voté au Parlement en 2017 oblige les employeurs et les établissements publics à prendre des dispositions pour que les mères puissent nourrir leurs enfants dans un lieu réservé, propre, confortable et sécurisé. Seulement voilà, le texte attend toujours le sceau du président.
Nous voulons créer un processus de dialogue dont le pays a besoin, et cela depuis bien trop longtemps. Devant le restaurant en question, les manifestants montent le volume. Son responsable nie les faits, mais quoi qu'il en soit, le cas kényan n'est pas isolé. L'allaitement en public est mal vu dans beaucoup de sociétés de par le monde. Une pression inutile pour des mamans souvent surchargées. On ferait mieux de se souvenir, maman heureuse, bébé heureux. Et certainement société heureuse. Et dans l'actualité en dehors des frontières du continent, la Corée du Nord qui menace d'annuler le sommet du 12 juin prochain, mais Washington a bon espoir que la rencontre entre les deux présidents aura bel et bien lieu. Les tensions un temps apaisées entre Kim Jong-un et Donald Trump sont ravivées au cœur du contentieux, la dénucléarisation complète de la péninsule. Faisons le point tout de suite avec Blanche Sanou. Voici les exercices militaires qui ont amené Pyongyang à menacer de boycotter le prochain sommet avec les États-Unis. La Corée du Nord a également annulé une rencontre de haut niveau avec la Corée du Sud prévue mercredi pour protester contre les manœuvres militaires annuelles Max Thunder auxquelles prennent part les armées sud-coréennes et américaines. Avant même que l'encre de la déclaration historique du 27 avril ne sèche, les autorités sud-coréennes et les États-Unis ont entamé un tel exercice contre la Corée du Nord, anéantissant tous les efforts pacifiques et bonnes intentions des Nord-Coréens. Pour nous, c'est une provocation. Une position de la Corée du Nord qui est vivement critiquée par sa sœur du Sud. Il est regrettable que le Nord ait reporté les pourparlers en raison de ces exercices de combat aérien conjoints. Une telle action du Nord est incompatible avec l'esprit fondamental et le but de la déclaration de Panmunjom faite par les dirigeants du Sud et du Nord le 27 avril. Même si le Pentagone a qualifié les exercices militaires de routine, pour sa part, Washington a affirmé continuer à préparer le sommet. Cette information vient de sortir. Nous devons vérifier, mais nous continuons de planifier notre réunion du mois prochain. La Corée du Nord est contre le renoncement unilatéral à son arsenal nucléaire. Pyongyang estime que les États-Unis devront mûrement réfléchir sur le sort de ce sommet. Les États-Unis vont-ils exiger l'abandon total par la Corée du Nord de son programme nucléaire? La question importante semble irriter Pyongyang à quelques jours du sommet de Singapour. Lors d'un entretien avec Greta Van Susteren à la Voix de l'Amérique, John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, a précisé que l'agenda du sommet devrait dépasser la question nucléaire. Comme l'a dit le président Trump, qu'est-ce qu'il y a à concéder jusqu'à présent? En fait, le président Clinton voulait se rendre en Corée du Nord vers la fin de son mandat. Il ne pouvait pas le faire. Et d'autres présidents y ont pensé également. Je crois vraiment que le président Trump n'y va pas les yeux fermés. Il est optimiste parce qu'il souhaite conclure un accord, mais je ne crois pas que nous nous laisserons mener en bateau comme les administrations précédentes. En 1992, les Nord-Coréens ont accepté non seulement de ne pas se doter de l'arme nucléaire, mais aussi en amont de ne pas enrichir d'uranium et en aval de ne pas retraiter du plutonium. Donc, nous ne leur demandons pas vraiment du côté nucléaire de faire plus que ce qu'ils ont convenu auparavant. Nous allons aussi parler d'armes chimiques et biologiques, nous allons parler de leurs missiles, nous allons parler de leur enlèvement des citoyens japonais et sud-coréens. Nous avons obtenu la libération de nos 3 otages américains. C'est une bonne nouvelle. Nous avons une chance de progresser. Le Guatemala a inauguré aujourd'hui à Jérusalem sa nouvelle ambassade en Israël, emboîtant le pas aux États-Unis dans une démarche de rupture diplomatique. La direction palestinienne a accusé le gouvernement guatémaltèque de se placer du côté, je cite, des crimes de guerre israéliens. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Nous sommes en direct de Washington.
Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Tout de suite, les titres de la deuxième partie de votre journal. Le Togo promeut les nouvelles technologies au féminin avec la 5e édition du Female Tech Camp, réservée aux jeunes filles. Cybercriminalité. Un groupe d'étudiants de l'Université de Floride est en train de mettre au point un dispositif susceptible de contre-attaquer. Et puis nous reviendrons dans ce journal sur une histoire qui a ému l'opinion américaine, celle de ce jeune immigrant ghanéen mort en sauvant des vies pendant un incendie à New York. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez habituellement un mercredi à 7h. J'accueille Arzouma Compaoré pour la rubrique Nouvelles technologies. Il nous fait faux bond ce soir pour la bonne cause puisqu'il est à New York. Il couvre la 25e édition du Festival du film africain de New York. Pas d'Arzouma Compaoré donc, mais des nouvelles technologies quand même, qui plus est au féminin. Pour commencer, au Togo, la 5e édition du Female Tech Camp se tient depuis le 14 jusqu'à demain, 17 mai, à Lomé, la capitale. En 4 jours, les jeunes filles et elles seules seront formées dans différents domaines technologiques. Kaïloson. Au Togo, les jeunes filles se mettent au codage, un domaine jadis réservé aux hommes. Une trentaine d'entre elles, venues d'horizons divers, apprennent le langage des codes grâce au Female Tech Camp, une formation en technologie exclusivement réservée à la gente féminine qui met aussi l'accent sur les métiers du web et le microblogging. Nous avons pu parler de journalisme surtout et aussi de blogging. Donc moi personnellement j'ai appris comment créer un blog et comment le gérer aussi. Pour cette 5e édition du Female Tech Camp, l'objectif est d'apprendre à ces jeunes dames à repousser les limites de l'Internet, souvent cantonnées à la consultation des pages web. Il y a aussi 2 jours entiers qui sont consacrés au langage de programmation, notamment le HTML, au langage de gestion également, pour que les filles apprennent à coder et à tenir des pages web de façon professionnelle. Un apprentissage qui se fait dans la bonne ambiance, mais pas sans difficulté. Concernant le codage, c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais c'est une nouvelle information qui vient à moi aujourd'hui. C'est un peu difficile, mais bon, on essaie d'apprendre le mieux. Il y a 3 ans, Akua Aouja faisait ses armes au cours du Female Tech Camp. Aujourd'hui, elle s'enorgueillit de ses réalisations. J'ai découvert le Female Tech Camp en 2014, mais j'y ai été participante en 2015. Depuis lors, j'ai trouvé une aspiration pour le journalisme web. Du coup, je me suis lancée dans cela, mais sur les questions de développement socio-économique et culturel, d'où le site web et la web TV que j'ai aujourd'hui, Africaqua TV. En plus des modules technologiques, les participantes à la 5e édition du Female Tech Camp sont édifiées sur l'entrepreneuriat, le coaching sur le développement personnel et aussi sur des questions de santé, notamment le cancer du sang. Nouvelle technologie toujours côté sombre. Cette fois-ci, une nouvelle forme de cybercriminalité se développe qui consiste à subtiliser le numéro de la carte de crédit au moment où un consommateur utilise un guichet automatique. Un groupe d'étudiants de l'Université de Floride est en train de mettre au point un dispositif qui serait susceptible de mettre fin à ce type de crime. Ce reportage de Georges Putic est dit par Gabi Dorsil. Les cartes de crédit ultramodernes ont des puces électroniques qui sont difficiles à falsifier. Cependant, beaucoup d'entre elles ont des bandes magnétiques qui permettent de les utiliser sur d'anciens lecteurs de cartes, surtout dans les petits magasins et pompes à essence. Et c'est là qu'elles peuvent être craquées. Les cartes de crédit sont lues à l'aide de ce qu'on appelle un lecteur de cartes ou une tête de lecture. Une seule tête de lecture devrait être présente dans une fente de cartes. Les escrocs attachent leur propre lecteur sur ceux déjà existants. Et lorsqu'un client insère sa carte de crédit, le lecteur supplémentaire récupère toutes les informations nécessaires pour créer une copie parfaite. Ce type de crime est très répandu, surtout dans les grandes villes comme New York, où seulement 4 détectives sont formés sur ces nouvelles méthodes d'escroquerie dans les guichets automatiques. Le travail de ces détectives est devenu plus facile avec la fabrication d'un appareil appelé Skim Reaper, inventé par un groupe d'étudiants de l'Université de Floride sous la direction du professeur Patrick Traynor.
Nous sommes heureux d'être en mesure de produire quelque chose qui va freiner cette vague. Le dispositif est composé d'une carte électronique 2 fois plus longue qu'une carte régulière. Le tout est attaché à un afficheur numérique et lorsqu'il est inséré dans la fente du guichet automatique, l'affichage numérique révèle immédiatement la présence d'un lecteur de cartes supplémentaires. Je suis impressionné par leur trouvaille qui permet de détecter les périphériques suspects. Les pièces pour la fabrication du détecteur de lecteur de cartes coûtent environ $50. Toutefois, ces inventeurs disent vouloir le rendre moins cher et plus petit, de sorte que les agents de police puissent l'utiliser quotidiennement. De l'espoir donc. Place au sport à présent avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yakou. Bonsoir Anna et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Eh bien, Coupe CAF pour commencer. La deuxième journée s'est tenue aujourd'hui même. Et scénario fou ce mercredi à l'occasion du match entre Aduana Star et le Raja Casablanca. Les Marocains ont mené au score à 3 reprises, mais les Ghanéens sont revenus 3 fois pour arracher le match nul de 3 buts partout dans le temps additionnel. Belle opération par contre pour l'AS Vita Club à Kinshasa. Les hommes de Florent Ibenge ont dicté leur loi à l'ASEC Mimosa 3-1. Le Kara de Brazzaville s'est bien repris à domicile en cartonnant Nimba 3-0. Enfin, après sa victoire inaugurale contre Al Hilal, la Renaissance Berkane a enchaîné en s'imposant 2-0 au Mozambique devant l'U de Songo, avec notamment un doublé de l'incontournable Ayoub El Kabi. En Ligue des Champions, hier, la défaite du géant égyptien à Kampala a laissé des traces. Le technicien Oussa Mohamed Al-Badri a rendu son tablier à l'issue de cette défaite 0-2 devant le Cassissier pour le compte de la deuxième journée. Coach d'Al-Ahly depuis 2016, il vient pourtant de remporter un nouveau titre d'Égypte pour son club. Et le deuxième d'affilée, on lui reproche notamment ses prestations sur la scène continentale. Après 2 matchs, Al-Ahly ne compte qu'un seul point. Et pour finir, pas de mondial pour Rachid Alioui. Au sorti d'une saison pleine avec Nîmes en Ligue 2 française, 17 buts. L'attaquant marocain de 25 ans avait une chance de participer au mondial 2018, mais le Lion de l'Atlas s'est gravement blessé à l'entraînement en club. Rachid Alioui a été opéré aujourd'hui même d'une rupture d'un tendon de l'ischio-jambier. Il sera absent pendant plusieurs mois, d'après son club. C'est tout pour ce qui est de l'actualité sportive aujourd'hui. Rachid Alioui sera absent, mais vous serez présent avec nous dès demain, Yacouba Ouedraogo. Merci. Tout de suite, retour aux États-Unis avec un drame qui a ému plus d'une personne à la fin de l'année dernière. Un incendie meurtrier dans un appartement de la ville de New York avait coûté la vie à 13 personnes. Le bilan aurait pu être plus lourd encore sans l'intervention héroïque d'un jeune immigrant ghanéen de 26 ans qui a perdu la vie en sauvant celle des autres. C'est un reportage de Salem Salomon. Le récit est de John Lyndon. C'est l'incendie le plus meurtrier en 27 ans. Il a laissé sur le carreau 13 personnes, dont un bébé de 7 mois. Même si les familles endeuillées continuent de pleurer leurs proches disparus en décembre dernier, les autorités de New York ont tenu à saluer les actions de cet immigrant ghanéen qui est mort en sauvant des vies. Soldat de première classe au sein de la garde nationale américaine, Emmanuel Mensah vivait au 3e étage de cet immeuble du Bronx qui a pris feu alors qu'un enfant de 3 ans s'amusait avec les boutons d'une cuisinière à gaz. Après s'être assuré que les gens avec lesquels il vivait étaient à l'abri, Mensah est revenu dans le bâtiment déjà en flammes pour sortir 4 personnes. Il sera découvert plus tard mort par asphyxie au 4e étage de l'immeuble. Si je vois du feu ici, je veux m'enfuir. Justement, les gens fouillaient. Mais pour lui, avoir ce courage et sauver les vies était prioritaire. Il est retourné dans le feu plusieurs fois. Mensah avait prévu de poursuivre sa formation et de rejoindre la police militaire. Il est devenu un citoyen américain en septembre et, bien qu'il ait perdu sa vie, il vivra. Cette année, New York donnera son nom officiellement au coin de rue où l'incendie a eu lieu. Que l'on soit musulman ou pas, difficile d'échapper au Ramadan qui arrive. Les musulmans se préparent à une période de jeûne de 30 jours. Alors justement, comment se prépare-t-il? À Mombasa, au Kenya, Salma Mohamed du service Swahili de la VOA a visité le marché de Marikiti. Elle a rencontré des musulmans en préparation.
Je voudrais remercier Dieu de nous avoir donné la force à un jour comme celui-ci. Nous savons tous que nous avons besoin de motivation pour nous préparer à servir nos clients. Nous travaillons très dur sur notre marché lorsque le Ramadan arrive pour nous assurer que nous puissions fournir des produits de partout dans le monde. Nous fournissons des épices de nos pays voisins comme la Tanzanie et recevons les oignons et de l'ail provenant de pays comme la Chine et l'Inde. Ce sont des produits spéciaux que nous réservons pour le Ramadan. Nous sommes heureux de savoir que nos clients peuvent compter sur notre marché et que nous sommes présents depuis 104 ans. Nous sommes les fournisseurs numéro 1 pour les épices. Je m'appelle Amina Chali Mohamed et je suis venue ici pour faire des courses de Ramadan en préparation pour demain, afin que nous puissions commencer à jeûner au lieu de chercher des ingrédients à la dernière minute. Demain, j'aurai plus de temps pour lire le Coran et passer plus de temps avec ma famille. J'ai l'habitude de venir au marché Marikiti parce que c'est pratique et juste en ville. Et avant de nous quitter, quelques images du Brésil, de São Paulo, pour être plus précis. Découvrons, une fois n'est pas coutume, une reine de beauté âgée de 62 ans. Rosalia Pereira, mère de famille, elle est mère de 2 enfants, divorcée, a été couronnée reine de beauté dans un concours pour personnes âgées à São Paulo, organisé par un centre social dédié au 3e âge. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, Rosalia a fêté les 40 ans de sa rencontre avec un amour de jeunesse retrouvé. Il y a 35 ans, le monsieur lui avait demandé sa main, elle avait refusé, arguant qu'elle était trop jeune. Et quand ils se sont retrouvés, eh bien, elle avait 60 ans et se sentait prête. Cette fois-ci, la dame a dit oui. Et c'est sur ce sourire étincelant que nous nous quittons. Merci de votre attention. Demain, c'est John Lindon qui sera avec vous. Même lieu, même heure. Très belle soirée sur VOA Afrique.